On aurait pu croire avec le titre de Max Verstappen à Las Vegas que cette fin de saison serait un petit peu plus calme et pourtant non, le Grand Prix du Qatar existe. Aujourd'hui, récap de l'avant-dernier Grand Prix de cette saison 2024. Alors, j'étais pas là ce week-end, j'étais au Castellet pour le Téléthon, j'ai participé à une course d'endurance de 24 heures en GT, mais j'ai rattrapé la totalité des sessions, j'ai pu revoir tout ce qui s'est passé au Qatar et il y a beaucoup de choses à dire. Entre les pénalités assez hasardeuses, les déclarations fortes, les abandons, le résultat surprenant et surtout les enjeux qu'on va avoir la semaine prochaine à Abu Dhabi. Aujourd'hui, on va faire le récap de ce Grand Prix du Qatar 2024. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires sur ce que je vais dire, sur ce qui s'est passé, sur des sujets qu'on n'aura peut-être pas abordés. Bien évidemment, on reste poli. Voilà, on n'est pas sur Twitter ici, on reste poli, courtois, on ne s'insulte pas dans les commentaires. Et sans plus tarder, on va tout de suite passer au conseil de classe du Grand Prix du Qatar 2024. Bon, on commence ce conseil de classe avec des félicitations et je suis très content parce que je me souviens durant cette saison avoir dit qu'on n'aurait pas l'occasion d'en parler. Kick Sauber et Guan Yu Zhou ont marqué leur premier point ce week-end au Qatar. Une 8e position pour le pilote chinois et ça je trouve ça trop cool. Ça faisait quasiment un an que Sauber n'avait plus marqué de points. C'était déjà au Qatar avec une 8e et 9e position pour Bottas et Zhou. 4 points de marqués du coup pour Zhou Guan Yu sur cette fin de saison très compliquée avec Kick Sauber. Il a aussi été élu pilote du jour pour l'occasion. Bon, il a su profiter bien évidemment du carnage qu'il y a eu durant ce Grand Prix pour marquer des points. On rappelle aussi malheureusement que ce sera sa dernière course à Abu Dhabi. Il va être remplacé par Nico Hülkenberg et Bottas sera remplacé par Gabriel Bortoleto. Donc ce sera leur dernière course chez Kick Sauber. Petite stat intéressante, il faut savoir que Zhou Guan Yu sur les 4 dernières courses a marqué plus de points que Sergio Perez. Voilà, je vous laisse avec cette stat. Je pense que ça prouve pas mal de choses. Si vous avez suivi la course sur le canal, vous avez peut-être entendu parler. Julien Febro a mentionné que Zhou Guan Yu serait peut-être en négociation aussi avec Red Bull au vu des budgets exceptionnels que Zhou Guan Yu possède. On parle de plus de 30 millions d'euros et peut-être que Red Bull serait intéressé par ses sponsors, mais pour l'instant, c'est très tôt pour en parler et je vais pas m'attarder là-dessus. Bref, très content pour Zhou Guan Yu et pour Sauber et malheureusement, je pense que ce sera les derniers points, les premiers et derniers points de la saison pour cette équipe. Deuxième élève du conseil de classe, c'est un habitué. Il a très souvent été présent cette saison et pas pour les bonnes raisons. Et en fait, je suis un petit peu à bout, c'est-à-dire que là, on est en fin de saison. Il a eu des mots dans le carnet, il a eu des heures de colle, il a eu des conseils d'éducation. Enfin, on a fait le tour. Donc cette fois-ci, Sergio Perez, ce sera direction la case prison. On n'est pas au Monopoly, mais presque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au sujet de Sergio Perez? C'est-à-dire que, encore une fois, Perez s'est fait humilier ce week-end, a été la risée de la grille. Si on résume très rapidement le week-end de Sergio Perez, c'est une élimination en Q1 pour la sprint, un départ depuis les stands pour la sprint où il se fait doubler dans les stands par Colapinto, du jamais vu en Formule 1. En qualif, il passe en Q3, mais bon, il termine très très loin dans le top 10. Et ensuite, en course, commet une erreur par en tête à queue et pète la transmission de sa voiture en voulant repartir. DNF, 0 point pour Sergio Perez. Bon, dans tous les cas, mercredi, sachez que moi, je sors une vidéo sur Perez. On va parler de 2025, on va parler de pourquoi Perez est encore là et surtout, je vais vous expliquer réellement qui soutient Perez chez Red Bull et pourquoi Perez n'est pas prêt de tomber. Moi, ce qui m'intéresse sur le week-end de Perez, c'est la déclaration de Christian Horner qui dit que Perez devrait se faire une remise en question au sujet de ses performances. Et là, du coup, on rappelle qu'il y a une réunion en fin de saison avec Red Bull et Perez pour parler de 2025. J'ai l'impression qu'on commence un petit peu à passer sur une tendance douteuse du côté de chez Red Bull et que l'avenir de Perez n'est plus aussi certain qu'il ne le dit dans les médias. On rappelle qu'il a un contrat pour 2025, il est censé être aux côtés de Max Verstappen, mais on a Yuki Tsunoda qui est très bon, on a Liam Lawson qui n'est pas mauvais et qui mériterait de rester chez Racing Bull, et surtout, on a Hadjar qui a pris des gros points ce week-end et qui peut remporter le titre de Formule 2 à Abu Dhabi dimanche prochain. Donc bon, je suis curieux, j'ai hâte de voir comment va se finir cette saison pour Perez, j'ai hâte de voir où Perez va traîner l'année prochaine, mais encore une fois, grosse déception du pilote mexicain. Et puis pour finir ce conseil de classe, bon ça me fait un petit peu mal au cœur de le mettre, mais il faut être objectif, c'est Colapinto. Colapinto qui mérite une heure de colle, encore une fois, 3 grands prix, 3 accidents, ça commence à faire beaucoup. La dernière fois que Colapinto avait été dans les points, c'était au retour de la F1 au Kota, donc c'était quand même il y a pas mal de temps. Depuis, on a eu les accidents du Brésil, on a eu l'accident à Las Vegas, et là, encore une fois, pas fautif au virage 1, certes, mais c'est encore une voiture détruite. Pour vous donner une petite statistique, c'est la 16e voiture de cassée pour Williams cette saison. Vous ne rêvez pas, hein, on a eu 24 grands prix, il y a eu 16 accidents, 16 voitures à refaire du côté de chez Williams, peu importe le pilote. Alors c'est un petit peu parti en sucette, j'ai l'impression, depuis qu'il y a eu ces fameuses rumeurs de chez Red Bull potentiellement pour voir Colapinto rester en Formule 1. On rappelle quand même qu'il n'a pas de baquet pour 2025, je pense que c'est fort probable qu'il retourne en Formule 2 l'année prochaine. Bref, il reste une course pour Franco Colapinto pour briller, essayer de se rattraper un petit peu les dernières semaines et pourquoi pas essayer de convaincre les écuries de Formule 1 et espérer avoir un baquet pour l'année prochaine.
Suite au titre de Max Verstappen à Las Vegas, tous les yeux étaient rivés ce week-end sur le championnat constructeur. En arrivant au Qatar, ils étaient 3 à pouvoir espérer jouer le titre. On avait Red Bull, Ferrari et McLaren. Et malheureusement, c'est officiel, Red Bull ne pourra plus être champion en 2024. Mathématiquement, c'est terminé. Je trouve ça assez incroyable qu'en l'espace de 4 ans et donc 4 titres pour Verstappen, Red Bull n'a pris que 2 titres constructeurs. 2021 Mercedes, 2024 Ferrari ou McLaren. Alors, moi je pense, ce n'est que mon avis, mais que Perez est grandement à charge sur cette perte constructeur. Même si la Red Bull n'était pas terrible cette année, même si c'était pas la meilleure voiture, je suis persuadé qu'il y avait moyen d'aller chercher le constructeur. Sauf que Perez a vraiment tout ruiné. Pour ce qui concerne du Qatar, on savait très bien que McLaren allait être ultra favori. Le circuit correspond totalement à la McLaren et ça s'est directement confirmé. Pole position en qualif sprint, doublé en sprint avec la victoire de Piastri devant Lando Norris. Bon, il faut rappeler que Lando Norris a quand même laissé gagner Piastri sur la ligne. Je vous laisserai me donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous le donne en tant que fan extérieur, ni de McLaren, ni de Norris, ni de Piastri. Je trouve que c'est un petit peu humiliant pour Piastri. Voilà, je sais très bien que Norris a voulu bien faire et il a bien fait, je trouve, de ne pas respecter les consignes de McLaren. Mais quand on y repense, du coup, les 2 victoires de Piastri cette année, c'est la Hongrie où Norris le laisse passer alors qu'il a 5 secondes d'avance. Et là, encore une fois, c'est le Qatar où Norris a dû attendre et donner le DRS à Piastri toute la course pour le laisser passer sur la ligne. C'est pas mon problème. Je trouve ça encore très cool de la part de Norris d'aider son coéquipier et de lui montrer que voilà, il est capable de rendre la victoire qu'on lui a offert au Brésil. Par contre, la suite du week-end a un petit peu tourné au drame pour McLaren. Séance de qualification devancée par Verstappen et George Russell. Et puis lors de la course, on est très loin du résultat espéré pour McLaren. À savoir que si McLaren réalisait le doublé ce week-end, McLaren était sûr de remporter le titre constructeur. Et autant vous dire que on n'était pas loin du doublé à un moment, vu qu'on aurait pu avoir les 2 McLaren sur le podium. Au final, Lando Norris ne prend que 2 points à cause de sa pénalité. On reparlera de ça en fin de vidéo. Piastri de son côté termine sur le podium, mais derrière Leclerc, et Carlos Sainz assure une P6, ce qui fait qu'au final, Ferrari reprend 3 petits points sur McLaren, sur un week-end où McLaren aurait dû encore une fois dominer et aurait dû faire un doublé. J'ai l'impression, je vous jure, d'avoir un remake du Brésil où McLaren rate une occasion en or de mettre un coup de marteau dans le championnat et de prendre de l'avance de ouf. Au final, bon, McLaren n'a pas perdu grand-chose. Il reste 21 points d'écart entre Ferrari et McLaren. Je vous donne mon avis, c'est quasi impossible pour Ferrari de marquer 21 points de plus que McLaren. Il faudrait un doublé de Ferrari, soit 44 points avec le meilleur tour. Il faudrait que les McLaren terminent 5e et 7e. Enfin, c'est vraiment un scénario inimaginable au vu des performances des voitures actuellement. Mais je trouve que c'est quand même des détails qui ont quand même leur importance. Le fait de ne pas optimiser les résultats, si l'année prochaine est aussi compétitive qu'on nous l'annonce, ça va être très important. Si Ferrari, Mercedes et même Red Bull arrivent à hausser leur niveau de jeu, il va falloir se méfier pour McLaren et vraiment se reconcentrer sur l'exécution et le bon déroulé des courses le dimanche. J'ai pris un petit peu de recul et je trouve que McLaren est l'équipe qui s'est moins bien développée en fin de saison. Après le quota, Red Bull est revenu très bien avec des améliorations et au final a quand même gagné 2 courses, le Brésil et le Qatar. Ferrari de son côté, là aussi a réussi à gagner le quota et le Mexique. Et même Ferrari, je trouve, s'est rapproché quand même de McLaren. Je sais pas si McLaren prépare 2025, s'ils sont en train de nous cook une petite voiture dès le début de saison, ou alors si c'est que les améliorations n'ont pas matché les résultats espérés, mais je trouve que McLaren en fin de saison, c'est un petit peu décevant quand même. Pour finir sur ce duel du coup au constructeur, ça se joue entre Ferrari et McLaren, mais ça se joue aussi au niveau du classement pilote. Leclerc est revenu à seulement 8 points de Lando Norris. Alors, ça me surprend énormément au vu du rythme de la McLaren cette saison. J'ai du mal à comprendre comment Leclerc est aussi bien placé. Ça peut se jouer à Abu Dhabi. Ferrari est beaucoup plus confiant qu'il ne l'était au Qatar, donc potentiellement on pourrait avoir une belle surprise pour les fans de Ferrari. Je vous laisse me dire dans les commentaires si Charles Leclerc termine 2e au classement pilote, est-ce que ce serait une désillusion pour Lando Norris ou est-ce qu'on pense que bon, on n'est pas titré, terminer 2e ou 3e, ça n'a aucune importance. Deuxième sujet dans ce récap qui a fait beaucoup parler après le Grand Prix, c'est Alpine. Alors Alpine, on a vraiment 2 voitures et 2 clans totalement opposés. On avait les Teletubbies, le monde du bonheur avec Pierre Gasly qui termine 5e du Grand Prix du Qatar, qui marque 10 points et qui réalise une fin de saison exceptionnelle. Et de l'autre côté, on a le cas Esteban Ocon qui a abandonné au premier tour. On va se concentrer sur Gasly. La fin de saison est juste incroyable en fait, depuis les améliorations. Alors Gasly possède la plupart des améliorations, mais P3 à Las Vegas en qualification, podium au Brésil, termine 5e
6e devant Carlos Sainz au Qatar. Et puis bah il l'a pas volé sa 5e position. Enfin, il a fait une très belle course. Il a su résister à Carlos Sainz. Bon, malheureusement, il commet une petite erreur au restart. Mais Pierre Gasly fait une fin de saison assez incroyable. Et je suis peut-être un peu biaisé, mais ça me donne de l'espoir pour Alpine l'année prochaine. Je me dis que peut-être enfin on a compris et qu'on a réussi à développer une bonne voiture. Vous le savez, au classement constructeur, il n'y a pas que la tête qui se joue. Il y a aussi cette 6e position qui se joue entre Alpine, Haas et Racing Bulls. Et là, du coup, bah, Alpine a repris de l'avance qui avait été perdue lors du dernier Grand Prix. Alpine est repassé 6e au classement constructeur devant Haas. Racing Bulls est un petit peu décroché. Alpine possède 2 points d'avance sur Haas. Donc autant vous dire que ça va se jouer à Abu Dhabi et que ça va être crucial de faire une bonne séance de qualification et de bien performer pendant le Grand Prix. J'ai quand même du mal à voir Racing Bulls remonter 6e maintenant au constructeur. Il leur faudrait quand même 14 points. C'est-à-dire que s'ils sont à égalité avec Haas ou VCarb, Alpine prendra automatiquement la 6e position avec le double podium au Brésil. Donc je pense que Alpine, avec ce résultat au Qatar, a effectué une très bonne opération pour le dernier Grand Prix de la saison. Par contre, on va passer au côté négatif. Esteban Ocon. Durant le Grand Prix, Esteban Ocon a fait une interview où il a commencé à remercier ses ingénieurs, l'équipe, a expliqué que c'était une belle aventure. C'était un peu une sorte de message d'adieu en plein milieu du Grand Prix du Qatar, alors qu'il reste Abu Dhabi dans 7 jours. Les rumeurs sont arrivées au fur et à mesure. Ça a commencé par des journalistes dans le paddock, puis ça s'est confirmé avec des vrais médias accrédités, puis d'un seul coup, c'est remonté sur les chaînes de télévision jusqu'à que le team principal, Oliver Hawks, vienne en parler devant la télé. Esteban Ocon ne devrait pas participer au Grand Prix d'Abu Dhabi. C'était potentiellement la dernière course d'Esteban Ocon chez Alpine en Formule 1. Je trouve ça, personnellement, très honteux. Alors, j'ai cette chance, moi, d'avoir mon petit doigt magique qui me permet d'avoir des informations un petit peu secrètes. Et je sais que après le Grand Prix du Qatar, on a annoncé aux ingénieurs et au personnel d'Alpine que Esteban Ocon ne serait pas présent à Abu Dhabi. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous devez vous dire, mais comment ça se fait qu'Esteban Ocon ne va pas rouler à Abu Dhabi? Pourquoi faire? Ce serait pour laisser la place à Jack Doohan. Les négociations, elles sont entre Toto Wolff et Flavio Briatore. On rappelle Flavio Briatore, manager de Doohan. Toto Wolff, manager d'Esteban Ocon. Parce que oui, Ocon est toujours avec la Mercedes Academy. Et l'objectif serait de faire rouler du coup Jack Doohan pour sa première course en Formule 1 à Abu Dhabi, mais surtout la rumeur qui est apparue très récemment suite à cette décision, c'est que Alpine a fait du chantage et Alpine a demandé à Esteban Ocon de laisser son baquet lors de la dernière course pour participer au test d'après-saison avec Haas. C'était une condition. Moi je vous le dis, je trouve ça honteux. Je trouve ça dégueulasse, le traitement d'Esteban Ocon sur cette fin de saison. On parle quand même d'un mec qui a 106 Grands Prix dans l'écurie. Il a marqué 309 points en Grand Prix. Il a 4 podiums, 1 victoire. Ça a été le pilier du projet Alpine. Un projet qui ne tenait pas la route, qui tombait année après année. On changeait le pilote, le team principal. Il n'y a que lui qui a tenu la baraque. Et le fait qu'il ait même pas des adieux, le fait qu'il ait même pas un vrai au revoir, une vraie dernière course et qu'on annonce ça suite à un abandon au premier tour, je vous jure, je suis abattu. Je suis dégoûté. Je peux comprendre l'envie de faire rouler Doohan, je peux comprendre qu'on a envie de lui donner de l'expérience, je peux comprendre qu'Esteban va partir dans une autre équipe qui probablement sera concurrente l'année prochaine d'Alpine au classement constructeur, mais c'est pas une façon de traiter les pilotes. On n'a pas traité Alonso comme ça, on n'a pas traité Ricciardo comme ça chez Renault, et enfin voilà quoi, Esteban Ocon vainqueur de Grand Prix pour Alpine, c'est lui qui l'a gagné cette course avec Alpine. Si jamais vous ne voyez pas Esteban Ocon au volant de l'Alpine au Grand Prix d'Abu Dhabi, vous saurez pourquoi. Alors là, on va passer au gros morceau de la vidéo, la FIA, et j'ai décidé de séparer ça en 2 parties. Là, on va parler de la FIA de façon structurelle et après on parlera des pénalités, on reviendra sur 3 actions précises. On va commencer par la FIA qui a fait beaucoup parler avant, pendant et après le Grand Prix. Parlons déjà des modifications qui ont été apportées au circuit. C'est un point positif, la FIA ne fait pas que des bêtises. Le circuit a été modifié au niveau des vibreurs et au niveau des petits bacs à gravier derrière les vibreurs. Si vous ne vous souvenez pas, l'année dernière, les vibreurs étaient en forme triangulaire et ça avait tendance à faire des coupures dans les pneus, ce qui les dégradait et causait des crevaisons lentes. Cette année, les vibreurs ont été aplatis, sont beaucoup plus lisses et au final, on l'a vu ce week-end, on n'a pas eu de problème. Ça a été une plutôt bonne amélioration. On a rajouté, comme je vous ai dit, ces bacs à gravier derrière les vibreurs qui permettaient aux pilotes qui allaient un petit peu trop loin de perdre du temps. Là-dessus, honnêtement, je suis assez satisfait parce qu'on avait déjà fait ça en Hongrie de rajouter des bacs à gravier. Ça avait bien marché. Au Qatar, là aussi, je trouve que ça a été franchement une belle réussite.
Bon, malheureusement, la FIA a aussi fait beaucoup parler ce week-end et pas dans le positif. Déjà, première chose, Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, a enfin pris la parole au sujet de la déclaration du communiqué fait par le GPDA. On rappelle le Grand Prix Driver Association, c'est l'association des pilotes qui souhaite faire remonter des informations aux grandes instances comme Liberty Media, la FIA, les circuits, etc. Dans ce communiqué, il y avait deux choses qui étaient reprochées à la FIA, c'était le manque de discussion et d'information et surtout le manque de transparence sur l'argent que les pilotes payaient lorsqu'il y avait des amendes et où est-ce que passait cet argent. Le communiqué date d'il y a un mois, 4 semaines. Vous pouvez vous dire, en un mois, il a eu le temps de préparer une réponse, ils ont eu le temps d'en discuter, voilà, etc. Pas du tout. Pas du tout. Mohamed Ben Sulayem est arrivé avec des réponses très simples et je vais vous les lire et je vais vous citer ses propos. Ce ne sont pas leurs affaires, désolé. Avec tout le respect que je leur dois, je suis un pilote moi aussi, je respecte les pilotes, laissons-les se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire courir. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Les pilotes se plaignent du manque de discussion et de débat avec la FIA et le président de la FIA leur répond non. Non, on vous parlera pas. Bon alors après, il y a eu d'autres déclarations, mais qui sont totalement lunaires sur le manque de communication, sur le fait que Mohamed Ben Sulayem lui reproche aux équipes et aux pilotes de ne pas donner assez d'informations sur ce qui se passe dans les équipes. Là aussi, assez lunaire comme déclaration. Et puis concernant l'argent, il explique que toutes ces sommes sont reversées sur les kartings et sur le développement du sport automobile et de la sécurité en sport automobile. Et là-dessus, est pas en soi très surprenant. Bref, Mohamed Ben Sulayem, encore une fois, avec des déclarations assez choquantes, n'a pas du tout été apprécié par les pilotes. Et malheureusement, pour Mohamed Ben Sulayem, ça ne s'arrête pas là, vu qu'il y a eu aussi beaucoup de changements en interne dans les équipes de la direction de course. À commencer déjà par Niels Wittich, qui était le directeur de course en Formule 1 qui a tout simplement été licencié. Ça n'a pas été assumé par la FIA, mais lui l'a dit très clairement que ce n'était pas son choix de partir de ce poste. On a donc placé Rui Marquez, qui était le directeur de course de Formule 2 et Formule 3 pour gérer la Formule 1, sauf que ce week-end, il y avait la F1 et la F2, donc Rui Marquez a dû scoltiner les deux catégories. À ça, on peut rajouter Tim Mayer, qui était commissaire de course depuis 15 ans, depuis 2009, qui a été, pareil, licencié parce qu'il ne s'entendait pas avec Mohamed Ben Sulayem. Et puis, on va pas se mentir que tout ce remaniement interne a été désastreux au vu du déroulé du week-end. On va en parler dans quelques secondes. Et la FIA devait normalement nous sortir un communiqué pour justifier ses décisions du week-end. Il est très tard dans la nuit quand je tourne ça et le communiqué vient d'être repoussé à demain. Alors, moi, je me pose des questions déjà. Pourquoi repousser ce communiqué de 24 heures? C'est-à-dire que les décisions ont été prises, les erreurs ont été faites, assumez, expliquez-nous et on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on essaye de nous cacher? Deuxièmement, à quoi va servir ce communiqué? Est-ce qu'on va essayer de nous expliquer un petit peu les prises de décision? Est-ce qu'on va nous expliquer que tout a été bien fait? Est-ce que la FIA va peut-être avouer avoir eu tort sur certaines prises de décision, ce qui serait quand même pas mal? Et puis au final, quelle image ça va donner pour la fin de saison? Alors il reste qu'une course certes, mais actuellement, à la FIA et à la direction de course, c'est un bordel monstre qui est en train de prendre la tête aussi bien aux pilotes qu'aux fans. Et j'ai pas honte de le dire, actuellement, la FIA est vraiment en train de tirer le sport vers le bas. Bon, pour finir cette vidéo, je voulais revenir sur 3 incidents, toujours en lien avec la FIA, un peu dans la continuité du chapitre précédent. Je voulais revenir sur 3 pénalités qui ont eu lieu ce week-end. La première concerne Max Verstappen. Pénalité après la qualification. Max Verstappen devait partir en pole position et s'est vu pénalisé de 1 place de pénalité. Je n'avais jamais vu ça. Je n'ai jamais vu 1 place de pénalité. Pour remettre un petit peu de contexte, on est donc en Q3. George Russell est sur un tour de sortie, va se préparer à faire un tour rapide. Lui, Max Verstappen, est sur un tour de décélération. Il est au ralenti. Max Verstappen vient de laisser passer Lando Norris et Fernando Alonso. Et George Russell arrive à toute vitesse dans un virage, non pas dans un tour rapide, fait une petite frayeur avec Max Verstappen et vient directement demander une pénalité. Résultat, Russell rate sa dernière tentative. Verstappen reste donc en pole position. George Russell est deuxième. Et après la qualif, on met 1 place de pénal à Verstappen pour que Russell parte en pole et Verstappen deuxième. Moi, ma question, c'est si Russell avait été troisième, est-ce qu'on aurait mis 2 places à Verstappen? Est-ce que cette pénalité, c'est pas un petit peu de la politique, juste histoire de dire, on le pénalise parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu quelque chose, mais c'est pas grand-chose, donc on va pas trop le pénaliser non plus. 1 place de pénalité, déjà, j'ai du mal. Pourquoi 1? Normalement, c'est 3 ou 5. Le règlement, il est clair, net, il est écrit noir sur blanc. Deuxième chose, la nature de la pénalité. George Russell n'est pas dans un tour lancé. Il faut bien le comprendre. George Russell est sur un tour non chronométré, en train de chauffer ses pneus. Certes, la situation était un petit peu dangereuse parce que Verstappen était sur la trajectoire, mais comme l'ont dit Fernando Alonso et d'autres pilotes, à ce moment-là, où est la limite? Fernando Alonso en rigolait et a dit, mais à Abu Dhabi, moi je vais faire semblant de chauffer mes pneus à toute vitesse, me faire gêner par quelqu'un pour le pénaliser. Et il a pas tort! Moi, ce que je vais retenir de cet incident, au-delà de la
la pénalité de la FIA, c'est aussi les propos de Max Verstappen sur George Russell après la course, en conférence de presse. Max Verstappen a dit que George Russell était un pilote qui jouait un rôle devant les caméras et qu'il était absolument pas comme ça en privé devant les commissaires. Je cite les mots de Verstappen, mais Max n'a plus aucun respect pour George Russell et il n'avait jamais vu un pilote essayer autant de pénaliser un autre concurrent face au commissaire. Je sais pas si George Russell fera un commentaire suite à ses propos à Abu Dhabi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'entre les deux, c'était déjà très tendu avant, ça l'est encore plus maintenant. Deuxième incident, le départ de Lewis Hamilton. Alors, vous l'avez sûrement vu, faux départ, il a clairement jump le start, comme on dit, il est parti avant l'extinction des feux. Dans ce scénario-là, la règle est très simple. Il y a un capteur sur la grille, si vous enclenchez le capteur, vous êtes pénalisé, on considère que vous avez bougé la voiture. C'est ce qui s'est passé, Lewis Hamilton a pris 5 secondes de pénalité. Là-dessus, honnêtement, difficile de critiquer la décision de la FIA. On avait eu un cas similaire à Jeddah, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais oui, Lando Norris avait lui aussi volé un départ en Arabie Saoudite en début de saison, sauf que lui n'avait apparemment pas activé le capteur, n'avait pas été pénalisé, bon, il n'y avait même pas eu d'enquête de mémoire. Moi, ce qui me dérange avec cette règle et ce capteur, c'est l'appréciation des commissaires, parce qu'il est marqué que en fonction de l'avantage ou du désavantage gagné ou perdu par le pilote sur ce faux départ, la pénalité peut varier. Et j'en ai parlé il y a quelques minutes, mais entre le début de la saison et aujourd'hui, le cortège de commissaires qu'on a, ce ne sont plus les mêmes. Si c'est plus les mêmes personnes, c'est pas la même façon de voir le sport, c'est pas la même façon de pénaliser, c'est pas la même sévérité. On applique du coup plus le même règlement à travers la même saison. Et là, par contre, pour moi, il y a un énorme problème. On va y revenir avec la pénalité de Norris dans quelques secondes, mais honnêtement, je trouve ça scandaleux parce que là, ça va que le titre est joué entre Verstappen et Norris, mais imaginez si ça arrive en plein milieu de la saison et que la bataille du titre est toujours en jeu, ça pourrait poser beaucoup de problèmes d'un point de vue politique. Je suis curieux de voir si à Abu Dhabi, il va y avoir des pénalités, s'il va y avoir des incidents un petit peu de ce style et de voir la sévérité en fait de ces pénalités. Mais là, je pense que pour le bien de tout le monde, il faut vite que cette saison se termine et que la FIA puisse se reposer. Pour terminer cette vidéo, j'ai forcément gardé le plus intéressant pour la fin de la vidéo, pour gagner du watch time parce que je suis un super bon youtubeur. On va parler de la pénalité de Lando Norris. Lando Norris a pris un stop and go de 10 secondes qui est la pénalité la plus dure applicable pendant une course avant la disqualification. En général, ce genre de pénalité, c'est pour des comportements antisportifs, dangereux ou un non-respect du règlement sportif, mais version plus. On va remettre du contexte sur ce qui s'est passé précisément pour bien comprendre cette décision. Je dis pas qu'elle est juste, vous aurez mon avis après. Alex Albon, en arrivant au premier virage, va venir perdre son rétroviseur droit. Il va se détacher et se poser en plein milieu de la piste à l'approche du premier virage. C'est un lieu très important parce que c'est l'endroit où on est le plus rapide sur le circuit, c'est la plus haute vitesse de pointe et on arrive surtout au virage 1, une zone de freinage et un virage très dangereux qui se passe très rapidement. La FIA n'intervient pas, ne vient pas enlever ce rétroviseur de la piste, on est quand même sur la trajectoire pour dépasser au virage 1 et ce qui devait se produire se passe, deux voitures arrivent côte à côte au virage 1, Valtteri Bottas roule sur le rétro et l'explose en 1000 morceaux. Devinez ce que ça fait lorsque des milliers de bouts de carbone traînent sur la trajectoire et qu'une Formule 1 roule dessus, ça donne une crevaison. C'est ce qui s'est passé pour Lewis Hamilton et pour Carlos Sainz. Deux pilotes crèvent à cause de ce rétro et des débris qui traînaient sur la piste. Forcément, une fois qu'on a deux pilotes qui ont crevé et des débris de partout sur la trajectoire, enfin la FIA intervient, mais c'est trop tard et la safety car sort. On fait passer les pilotes par la voie des stands afin de nettoyer le premier virage. Honnêtement, rien que ça déjà, encore une fois, la prise de décision de la FIA est ridicule. On le sait et là, pour moi, c'est là où on atteint un stade dramatique. Lorsque 75 voire 80% des fans qui ne sont pas professionnels savent qu'il faut prendre une décision et que les professionnels ne prennent pas cette décision, c'est une faute grave. Là, pour moi, ce que la FIA a fait avec le rétroviseur d'Albon, c'est une faute grave, c'est une mise en danger des pilotes, surtout sur un circuit comme le Qatar. Bref, lorsque ce rétroviseur tombe sur la piste, au 30e tour, la FIA a quand même décidé d'agir, mine de rien, et puis de sortir le drapeau jaune, puis de mettre le drapeau vert, puis de remettre le jaune, puis de remettre le vert, puis de mettre un double jaune, puis de remettre le vert, puis de laisser le jaune. Ça a été la panique totale. Il y a eu une combinaison d'une dizaine de changements de drapeaux au poste de direction de course, c'est assez hallucinant. Et malheureusement, dans cette combinaison, il y a 7 pilotes qui sont passés sous double drapeau jaune dans la ligne droite de départ arrivée. Sur ces 7 pilotes, il n'y en a qu'un seul qui a été pénalisé, c'est Lando Norris. Et malheureusement, Lando Norris, en effet, a commis une infraction au règlement sportif.
Parmi ces 7 pilotes, Lando Norris est le seul pilote à avoir gagné du temps sur la voiture de devant, c'est-à-dire 7 dixièmes de gagné sur Max Verstappen dans la ligne droite. Lando Norris est le seul pilote à ne pas avoir ralenti sous double drapeau jaune. Et surtout, Lando Norris est passé 36 km/h plus vite que ses concurrents dans la ligne droite. Vous allez me dire du coup, mais Hydro, on a vu Verstappen, il a pris le meilleur tour juste après. Oui, parce que le tour suivant, il n'y avait plus ce double yellow. Il n'y avait plus ce besoin de ralentir. Et Verstappen, en effet, a pu améliorer son propre chrono. Alors, si vous avez vu la vidéo, vous allez dire, waouh, la pénalité, elle est dure. Honnêtement, le double drapeau jaune, il clignote à gauche au moment où Norris y passe. Franchement, stop and go de 10 secondes, c'est quand même très très dur. Le problème, c'est qu'il y a deux raisons qui font que ce stop and go est pas si déconnant. Le premier, c'est déjà que Lando Norris avait été prévenu à la radio. Il était au courant du double yellow et a volontairement, entre guillemets, pas respecté, ou en tout cas, ayant jugé qu'il n'y avait pas de danger, il s'est dit, ok, on peut y aller. Lando Norris n'a donc pas respecté ce double yellow en étant conscient qu'il était présent. Il l'a lui-même dit en interview, j'ai fait de la merde, prendre ses mots. La deuxième raison de cette pénalité, c'est la plus intéressante et malheureusement celle où on aura le moins d'informations. Dans son bulletin de pénalité, la petite feuille que la FIA rédige pour chaque pénalité, il y a un paragraphe qui mentionne que cette situation, ce double drapeau jaune, avait été évoqué dans les notes de la direction de course avant le Grand Prix du Qatar. Tous les week-ends, les pilotes se réunissent avec la FIA et discutent du Grand Prix et à chaque week-end, il y a des notes, des spécifications et on appuie sur des points du règlement pour éviter certaines situations. Et là, ce week-end, apparemment, le double yellow en faisait partie. Ces notes qui sont établies de week-end en week-end peuvent varier, peuvent alléger certaines sanctions ou alourdir certaines sanctions et au vu de la pénalité, j'ai bien peur que ce week-end, les doubles drapeaux jaunes étaient à prendre avec grande considération et que Lando Norris a peut-être commis une erreur qui lui sera fatale pour le résultat du Grand Prix. Moi, je trouve ça très très dur, honnêtement, un stop and go de 10 secondes. Le pauvre termine 10e alors qu'il aurait totalement mérité un podium. Honnêtement, un drive-through aurait été largement suffisant, une pénalité de 10 secondes dans l'absolu, mais là, le stop and go de 10 secondes, c'est quand même un message assez fort de la FIA. Bref, comme je vous l'ai dit, le fait de changer les commissaires et le cortège, surtout de la direction de course, c'est une terrible erreur, surtout en fin de saison. Les pénalités ne sont plus appliquées de la même façon et ça va poser un problème et j'espère qu'à Abu Dhabi, on n'aura pas besoin d'en reparler. Bon, le hydro prono, malheureusement, toujours pas de perfect, mais je me suis quand même amélioré cette fois-ci. J'avais pronostiqué une pole position de Lando Norris. Bon, elle était en sprint, malheureusement, donc ça ne compte pas, c'est George Russell qui l'a pris. Mais j'avais mis une victoire de Norris devant Piastri et Leclerc. J'ai eu Leclerc et Piastri sur le podium dans le mauvais ordre. C'est plutôt pas mal. Dans les commentaires, vous avez été très nombreux à participer encore et vous avez été très très bons cette fois. On a eu plein de pole positions de George Russell. On a eu beaucoup de victoires aussi de Verstappen avec des Leclerc sur le podium. On a même quelqu'un, Riram, qui avait pronostiqué la P5 de Gasly ou une Fefe. Donc vous avez été très très bons. Et on va se faire le dernier prono de la saison pour Abu Dhabi. Pour cette dernière course de la saison, je pense que Max Verstappen prendra la pole position. La Red Bull s'en même quand même pas mal sur cette fin de saison. Abu Dhabi devrait être un circuit qui fonctionne pas trop mal pour cette voiture. Néanmoins, je vois bien Lando Norris gagner la dernière course de la saison. Ne me demandez pas pourquoi. Pour célébrer le titre constructeur, je vois bien une victoire de Lando devant Max Verstappen. Pour compléter le podium, je mettrai Charles Leclerc. C'est un peu délulu, mais j'y crois quand même honnêtement. Sachant que Ferrari n'a jamais gagné à Abu Dhabi, ce serait quand même étonnant que Fefe gagne cette année. Mais bon, je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag HydroProno tout attaché, IDREAU prono, et on verra lequel d'entre vous, si l'un d'entre vous trouve le bon pronostic pour la dernière course de la saison. Bon, ce récap, il a été très long, il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur tout ce qu'on a évoqué, des petits trucs qu'on a peut-être oubliés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour ne rien rater. Je vous donne un petit indice, mais la vidéo de mercredi concernera Sergio Pérez et 2025, donc je vous conseille d'être là et d'être présent pour ce sujet qui va fortement vous intéresser. En attendant, passez tous une très bonne journée, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.